En Ukraine, les habitants doivent faire face à la pénurie d'électricité alors que l'hiver est là. Des évacuations ont commencé dans les régions de Kherson et Mykolaïv. Le sort de l'Ukraine et l'issue de la guerre sont au centre des discussions lors de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN qui se tient à Madrid. Des dizaines de victimes et un bilan qui risque de s'alourdir après un séisme dans l'ouest de l'île de Java en Indonésie. Vous ne verrez pas le brassard One Love au mondial. La FIFA interdit aux équipes européennes d'afficher leur soutien à la cause LGBTQ+. Alors que les premières chutes de neige ont fait leur apparition en Ukraine, les habitants s'organisent tant bien que mal pour faire face aux nombreuses pénuries, comme celle de l'électricité. En raison des bombardements, la moitié des infrastructures électriques du pays sont endommagées ou détruites. La puissance est limitée pour la cuisine, mais aussi pour le chauffage et le fonctionnement des hôpitaux. Nous nous attendons à ce que 2 à 3 millions de personnes supplémentaires quittent leur domicile à la recherche de chaleur et de sécurité. Elles seront confrontées à des problèmes de santé uniques, notamment des infections respiratoires telles que le Covid-19 ou la pneumonie et le risque grave de diphtérie et de rougeole parmi la population sous-vaccinée. À Kherson, 10 jours après le retrait de l'armée russe, il n'y a toujours ni eau courante ni électricité. Lorsque la nuit tombe vers 16 heures, la ville se retrouve plongée dans le froid. Comment les Russes ont-ils pu faire ça? Ils sont humains aussi. Ils devraient comprendre ce que ça fait. Pas d'eau, pas d'électricité, et ils le font exprès. Nous sommes en colère. Les dommages aux infrastructures pourraient être trop importants pour que la population puisse supporter l'hiver. Alors des civils commencent à être évacués des régions de Kherson et Mykolaïv. La reprise des bombardements à Zaporizhia aggrave une situation déjà alarmante. La centrale a apporté à l'Ukraine 25% de son électricité. Elle n'en produit plus. L'OTAN est prête à payer le prix de son soutien à l'Ukraine. C'est ce qu'a déclaré ce lundi le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg lors de l'Assemblée parlementaire de l'organisation qui s'est tenue à Madrid. Le Premier ministre espagnol, hôte de la réunion, a également envoyé un message au président russe. Il serait bien que nous envoyions tous un message fort à Vladimir Poutine pour qu'il laisse l'Ukraine en paix, qu'il respecte l'intégrité territoriale de ce pays, sa souveraineté nationale et sa capacité à choisir librement son avenir. Le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a participé à la réunion par vidéoconférence, a réitéré la volonté de son pays de rejoindre l'Alliance Atlantique et l'Union européenne. Nous devons être conscients que cette guerre se terminera très probablement à un moment donné autour de la table des négociations. Mais nous savons aussi que le résultat de ces négociations, notre espoir, dépend de la force sur le champ de bataille. D'après le patron de l'OTAN, si Moscou remportait cette guerre, le prix à payer pour les membres de l'organisation serait encore beaucoup plus élevé. Selon lui, les régimes autoritaires penseront pouvoir obtenir ce qu'ils veulent en recourant à la force brute. Des blessés traités à même le sol en Indonésie. Un puissant séisme a secoué l'île de Java, la principale du pays. La secousse a été ressentie jusqu'à la capitale, Jakarta. Mais c'est ici, dans l'ouest, que le tremblement de terre a été le plus violent. Plus de 162 personnes tuées, des dizaines de bâtiments effondrés sur leurs occupants et de nombreux enfants parmi les victimes. Après les cours, il suivait des leçons supplémentaires dans plusieurs écoles islamiques qui n'ont pas résisté au séisme de magnitude 5,6. Le bilan devrait encore s'alourdir, mais difficile d'avoir une estimation. La région rurale de Cianjur et ses 2,5 millions d'habitants est éloignée. On a assez de médicaments car on a eu le soutien de l'agence de santé locale. On espère juste qu'il ne va pas y avoir plus de répliques. L'Indonésie, plus de 270 millions d'habitants, est fréquemment frappée par des catastrophes en raison de sa situation sur la ceinture de feu, un arc de volcans et de lignes de faille dans le bassin du Pacifique. Des stations de recharge insuffisantes, un approvisionnement électrique incertain et un réseau instable.
Dans ces conditions, la décision de l'Union européenne de mettre fin en 2035 aux ventes de voitures à moteur thermique se heurte à la difficile réalité. Les constructeurs travaillent dans le même temps sur des véhicules électriques plus performants avec une autonomie de 600 km, mais de nombreuses interrogations demeurent. Les véhicules ne seront pas le plus gros problème. La technologie est là, les véhicules peuvent être construits. Les problèmes se situent dans les autres dimensions de cette transformation. L'infrastructure de recharge, l'accès aux matières premières, le maintien d'une mobilité abordable et accessible pour les petites entreprises, pour les conducteurs, pour les citoyens comme vous et moi, et la réalisation de cette transformation, y compris la production d'énergie verte. Actuellement, la moitié des stations de recharge sont situées dans 2 pays, l'Allemagne et les Pays-Bas. Le risque est de voir les consommateurs hésiter à passer à l'électrique à cause du manque de bornes. Or, pour convaincre d'investir dans ces stations, le marché doit apporter plus de certitude sur les véhicules électriques. À cela s'ajoutent des questions concernant les fournisseurs d'énergie. Une flotte potentielle de centaines de millions de nouvelles voitures signifie produire des centaines de milliards de kilowattheures d'électricité, selon les estimations. Nous devons augmenter la production d'électricité, mais c'est ce que nous prévoyons. Nous devons développer les énergies renouvelables. En Allemagne, nous avons déjà prévu d'augmenter d'ici 2030 la part des énergies renouvelables dans l'ensemble de la production d'électricité à 80%. Cela inclut déjà l'hypothèse que nous allons alimenter toutes ces voitures électriques, mais pas seulement les voitures électriques, mais aussi le chauffage. Enfin, il y a la question du réseau. Certaines voix jugent que ces nouveaux véhicules vont rendre le dispositif plus instable. Il faudra donc des investissements considérables pour améliorer les infrastructures existantes afin de répondre à la forte demande annoncée en électricité. La Commission européenne estime que plus de 50 000 milliards d'euros seront nécessaires pour moderniser au cours de la décennie le réseau européen. Dans ce contexte, la route vers 2035 s'annonce longue et coûteuse. Les joueurs de l'Angleterre qui s'agenouillent contre le racisme avant le coup d'envoi de leur match contre l'Iran, c'est une habitude de l'équipe. En revanche, s'ils portent le brassard contre la discrimination agréé par la FIFA, ils ne porteront pas le brassard multicolore One Love. Les 7 équipes européennes qui, avec cette campagne, soutiennent les droits des LGBTQ+, ont préféré y renoncer. Et pour cause, la FIFA menace les capitaines d'un carton jaune si le brassard est porté. Aujourd'hui, la FIFA a refusé une déclaration en faveur de la diversité et des droits de l'homme, explique le président de la Fédération allemande de football. Ce sont des valeurs auxquelles ils sont attachés selon leurs propres règles. De notre point de vue, c'est frustrant et unique dans l'histoire de la Coupe du Monde. Pour nous, c'est une forme de pouvoir de la part de la FIFA. Ils nous promettent des conséquences sportives si nous ne nous conformons pas à leurs décisions. La FIFA interdit également le slogan « Droits de l'homme pour tous » sur les maillots danois. Le Qatar est très critiqué pour le sort qu'il réserve aux personnes LGBTQ+. L'homosexualité y est un crime. Match à sens unique entre l'Angleterre et l'Iran au 2e jour de ce mondial 2022. Les finalistes malheureux du dernier Euro se sont imposés sur le score sans appel de 6-2 avec un Jude Bellingham qui a rayonné au milieu du terrain et un Bukayo Saka qui a signé un doublé. Les Anglais ont entamé de la meilleure des manières une compétition qu'ils n'ont plus remportée depuis 1966. L'autre rencontre du groupe B s'est soldée par un nul entre les États-Unis et le Pays de Galles. Timothy Weah a donné l'avantage aux Américains en première mi-temps. Gareth Bale a égalisé sur pénalty. Plus tôt ce lundi, les Pays-Bas, battus 3 fois en finale du mondial, ont dominé le Sénégal 2-0 pour le compte du groupe A. Le joueur de 23 ans, Cody Gakpo, a ouvert le score à la 84e minute, avant un deuxième but de Davy Klaassen dans les derniers instants. Les Lions de la Teranga, vainqueurs de leur première Coupe d'Afrique des Nations en février dernier, sont privés pour ce tournoi de leur star, Sadio Mané. Et ils n'ont pas réussi à surmonter l'absence sur blessure du dauphin de Karim Benzema au classement du Ballon d'Or.